Après 4 semaines à vélo au Japon, notre aventure continue. De Kyoto à Tokyo, entre temples légendaires, villages samouraïs, vallées reculées, côtes sauvages et sommets mythiques. Ce voyage, ce sont des montées éreintantes et des descentes vertigineuses, des bivouacs face à des paysages incroyables, des rencontres marquantes et des moments où la pluie, la chaleur ou le vent n'ont rien pu arrêter. Nous, c'est Brian et Sébastien, deux voyageurs vélo passionnés d'histoire et de grands espaces. Et voici la deuxième partie de notre traversée du Japon à la force des jambes. Nous sommes arrivés à Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon. Dès notre arrivée, on a été accueillis chez Ikko, un hôte warm shower passionné, généreux et surtout une rencontre dont on se souviendra longtemps. Grâce à lui, on a pu poser nos vélos pour quelques jours. Un vrai point de chute parfait pour explorer Kyoto, Osaka et Nara. 3 villes chargées d'histoire, de culture et de contrastes. On vient de quitter la maison de notre warm shower et là on est arrivé à Osaka et on va visiter le château pour l'instant. C'est parti! Nous sommes devant le temple Shitenoji qui a été construit en 593 et qui est considéré comme le temple bouddhique le plus ancien du Japon. On a plongé dans des ruelles bondées, typiquement japonaises, des néons colorés, des enseignes géantes et des vitrines remplies de plats en plastique, hyper réalistes, un petit spectacle en soi. Petit robot qui nous a donné à manger, qui repart. Donc notre repas du midi. Le lendemain, réveil matinal, direction Kyoto. On voulait éviter la foule, mais même tôt, il y avait déjà du monde, notamment au Fuji Inari Taisha, le célèbre sanctuaire aux 10 000 torii vermillons. Actuellement, nous sommes au sanctuaire Fushimi Inari. C'est un des sanctuaires les plus emblématiques et les plus fascinants du Japon. C'est ce fameux sanctuaire qui contient plus de 10 000 torii, ces grands portails rouges. Et en fait, ce sanctuaire est dédié à la déesse du riz du commerce. Ces 10 000 portes, elles ont été offertes par des entreprises ou des particuliers pour leur porter chance. Et en fait, elles forment un chemin à travers la forêt qui mène tout en haut du mont Inari. Les prix sont loin d'être symboliques, entre 1 400 à 10 400 € par torii. On a continué la journée dans les temples emblématiques de Kyoto. Même s'il y avait du monde, on a profité de la beauté du lieu. Nous sommes actuellement au temple zen Tofokonji, qui fait partie des temples zen les plus anciens du Japon, qui date de 1236. Il a été construit dans le but de rivaliser avec les plus grands temples de la ville de Nara, que nous allons visiter d'ici quelques jours. Donc ces temples, ils ont été construits par le régent local parce que le gars, il voulait avoir des temples plus gros dans sa ville que ceux qu'il y avait à Nara. Donc c'est littéralement un concours de qui c'est qui a la plus grosse. La preuve qu'en 800 ans d'histoire,
l'espèce humaine évolue pas forcément. Ces 2 jours ont été intenses. Même sans vélo, on a beaucoup marché. Donc là aujourd'hui il pleut, donc c'est parti pour 1h30 de transport direction Osaka. On va chercher notre invité surprise pour le prochain mois au Japon et pour l'ascension du mont Fuji. C'est parti. Bon, finalement on va pas chercher Guillaume, on va juste bouffer. Parce que c'est à la boue. Et c'est pas si cher, si c'est aussi grand. Je veux dire, le prix doit être. Ça doit être ultra cher. Non, non ça l'est pas. Ça va. 950 yens le plat de spaghetti au curry, c'est pas mal. Bon, dès que tu rajoutes de la viande, ça part en couille, hein, mais c'est pas mal. Excité par l'arrivée de ton frère. Oui, c'est trop bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je suis trop content. C'est con. Merci. Le début des galères. C'est bon, on récupère le Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons en direction Nara, voir des cerfs avec Guillaume qui est juste là. Et on va aussi peut-être acheter des couteaux, puisque le nôtre il est un peu en train de... Enfin, il n'est pas très bien aiguisé. Et du coup, on veut un deuxième couteau, donc c'est l'occasion, à Sakai, là où ils font des jolis couteaux. C'est la zone où ils produisent environ 80% des couteaux du Japon. Ouais. Oui, c'est délicieux. C'est encore un nouveau ramen ajouté à notre Pokédex. Il y en a tellement. Je sais plus où donner de la tête. C'est un peu épicé, mais c'est super. C'est le premier que je mange là. C'est délicieux. Et où la feuille de route là? Avant de reprendre la route, on est parti à Nara, voir les fameux cerfs en liberté. Ils se baladent tranquillement dans le parc et traversent même les rues comme s'ils étaient chez eux. Ici, ils le sont. On est arrivé à Nara, on a des nouveaux potes. Ah, ça marche pas comme un chien, c'est dommage. Alors cette petite expérience à Nara, petit Guillaume? C'était super. J'ai jamais touché des cerfs comme ça. De les voir d'aussi près, c'est impressionnant. Ah ouais. Ils sont tout mignons, tout doux, tout gentils, mais ils attendent qu'on leur donne à manger. Et moi j'ai rien à manger. C'est parti, retour direction le Warm Shower. Mais avant, on va peut-être passer par un ou deux temples. On va voir ça. Traverse sur le passage cloté, t'as vu? C'est bien. Japonais. Pour notre première journée avec Guillaume, la pluie s'est invitée. Une pluie fine, battante. Mais on a continué, cap vers Otsu. Ça fait 2 km là, donc il faut qu'on y aille. Faut partir, par là. Je sais pas si on m'entendra bien, mais c'est le début de la route avec le jeune Guillaume. Nous sommes sous la pluie. La saison des pluies a démarré. On va pouvoir commencer dans la journée et dans le semaine qui viennent. On entre dans la saison des pluies. Ici, on l'appelle Tsuyu. Et juin est le mois le plus humide. Mais ce ne sont que des averses légères. Rouler reste possible. Et de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ah, mon vélo il craque plus, enfin il fait plus de bruit. Non, Brian, Oui. plus taré avec cette journée de pluie. Oui, c'est un peu chiant la pluie, mais ça va. On avance. On a bientôt fini et on s'est arrêté dans un petit restaurant avec des choses qui ont l'air très bonnes. C'est pas Guillaume. Je trouve que ça peut être un final. Pas plus dans le Ouais, c'est un peu de farine, on s'arrache. Ouais, c'est bon. En fin d'après-midi, la pluie s'arrête, juste au moment où le lac Biwa s'est ouvert à nous. Pendant près de 100 km, on a suivi les contours du lac, guidés par des petites pistes cyclables tranquilles, des journées pleines de soleil, sans une goutte de pluie. Non,
installé au premier spot bivouac après Kyoto. On est à environ 45 km du Warm Shower et on est au bord d'un magnifique lac. C'est super, un peu trop de pluie, mais on s'y fait. Du coup, on a acheté du matériel pour contrer la pluie, c'est-à-dire un dry bag et un pantalon. Ouais, parce que c'est le truc qui manquait. Nous, on a des pantalons de pluie, c'est quand même franchement pratique. Et du coup, on a mis les tentes sous le toit pour se protéger de la pluie potentielle qui pourrait arriver cette nuit. Bienvenue dans cette session room tour, bienvenue chez nous. Alors ici, on a la salle de bain, tout équipé. Donc voilà, tout pour se laver, etc. On a pris tout. Et puis là, ici, c'est la tente. C'est la chambre. Donc comme vous pouvez le voir, on a une belle hauteur sous plafond, quand même. Hein. Je pense à 1m30, non 1m50. On est 50 c'est tout. Ouais. Et du coup ici, en fait, nous on a opté pour une tente 3 places. Comme ça, du coup, on a de la place, chacun a sa petite place. Ici, on peut ranger les affaires et tout. Franchement, super tente pour bien voyager. C'est parti pour une nouvelle journée avec Guillaume. Et cette fois, il fait beau, enfin ça devrait aller. Et là, on va longer le fameux lac Biwa, le plus grand lac du Japon et le 3e lac plus vieux du monde. Et là actuellement on est arrêté à un magasin d'électronique parce qu'on cherchait un petit appareil photo jetable pour Guillaume. Et Brian il voulait acheter une petite enceinte pour pouvoir mettre de la musique sur le vélo. On a récupéré la petite enceinte de Brian. Il est content. C'est bon les copains? Oui, c'est très bon. Petit poulet frit avec des petits oignons, un œuf. C'est succulent. Et c'est encore une fois un petit truc de route, enfin sur le côté, très bon. Et les petits restaurants de plats emportés. J'aime bien. Et là, on va repartir. On va peut-être aller dans une boulangerie pour manger un petit coup encore. Mais franchement, les petits restaurants de bordure de route perdus, c'est trop bon. Sur les rives, des hérons, des canards, des envols à quelques mètres de nos roues. À vélo, on ralentit, on observe, on s'arrête. Moyen de s'arrêter, là on est toujours sur les bords du lac Biwa comme hier soir, sauf que cette fois on a accès à l'eau et on va pouvoir se baigner face à la montagne et dans une eau, j'espère, qui est pas trop fraîche. On va voir tout ça tout de suite. Brian dans l'eau, Brian dans l'eau. Cours, 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 vas-y.
Chaque virage nous offrait une nouvelle carte postale. Un midi, on a mangé nos tout premiers sushis japonais. Pas dans un grand restaurant, juste une petite adresse trouvée un peu au hasard, dans une ville perdue après le lac. 3 tables, un comptoir et des poissons frais brillants, qui attendaient d'être découpés. On a commandé sans trop savoir et chaque bouchée a été une vraie redécouverte. Un plat qu'on croyait connaître, mais qu'on n'avait jamais vraiment goûté. Un délice. Je vais partager c'est quoi, mais je pense que ça va être très très bon. Ça a l'air en tout cas très bon et ça a l'air bien chargé. Donc on va voir ça. Alors c'est bon petit Guillaume. Délicieux. Le poisson il est délicat et tout. C'est le meilleur sushi que j'ai jamais mangé. J'espère qu'il y en aura des meilleurs encore. J'ai déjà mangé la moitié. C'est difficile de se restreindre. T'as envie de le regarder? Non. La sauce, ouais, il y a du mal, c'est trop bon avec la viande. Elle est trop bonne. Les saveurs, c'est la première fois que je goûte certaines saveurs. Comme à chaque fois au Japon, de toute façon, depuis le début. Donc, franchement, c'est incroyable. Même la sauce, c'est une sauce wasabi en même temps. J'adore le wasabi. Le gingembre, il est trop bon. Le lendemain, on a atteint la mer, une autre ambiance, plus vaste, plus brute, mais aussi plus bruyante. Camions, grande route, ce n'est pas l'endroit le plus agréable à vélo, même si ici les conducteurs font attention, bien plus qu'ailleurs. Le soir venu, on a planté la tente dans un village presque désert. Tout semblait fermé, même les sanctuaires étaient cadenassés, une atmosphère étrange, silencieuse, un peu hors du temps. Mais sous un toit abandonné, on a dormi paisiblement. Et bon, c'est parti pour une nouvelle journée de vélo sous la pluie et le beau temps à la fois. Pour l'instant, il y a une petite accalmie et on vient de se rendre compte que la météo du Japon est extrêmement précise. Il avait prévu stop dans 20 minutes, ça fait 20 minutes et plus de pluie. Nickel, donc c'est parti, on profite. Mini partie montagne avant de revenir sur la mer et ensuite montagne et tout. Enfin, ça va être diversifié. Voilà, on continue encore. On va encore une vingtaine de kilomètres avant d'atteindre un warm shower pour se mettre un peu à l'abri. Là, franchement, c'est pas chouette. Ça va. Là, on a bien trempé, mais ça va. Cette petite matinée de pluie, on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que là ces temps-ci il faisait assez beau. Donc là, grosse pluie, heureusement nous avons notre warm shower ce soir. Pile au bon moment, on a choisi le jour pile où il fallait. On se fait accueillir, ça va être bien sympa. Bah là on attend que le restaurant qui est là, je sais pas si on le voit, là je prends un truc, il est derrière, Là, il ouvre. pour manger. C'est un restaurant de ramen. Il ouvre dans 3 minutes, 2 minutes. Ouais, 1 minute. Bah il ouvre là. Bon, vous voyez. On a fini notre petit ramen. C'était super bon. C'était avec un bouillon à base de poisson et de viande avec des nouilles fines. C'était vraiment délicieux. Pas très cher. Et là maintenant, direction le warm shower. Et à Fukui, on a trouvé un coco. Mio nous a accueillis chez elle avec ses 4 enfants et ce sens de l'hospitalité si fort, si doux.
On a aussi rencontré Courtney et Eric, un couple d'Américains venus de l'Utah qui voyagent eux aussi en Asie. Peut-être qu'on les reverra un jour de l'autre côté du monde. Aujourd'hui c'est jour de pause, mais on en profite quand même pour aller visiter quelques trucs. Ce matin il y a Guillaume qui allait se faire un petit footing. Et là maintenant on va visiter un petit village. Donc on vous emmène avec nous. Nous avons également profité de cette halte pour visiter une reconstitution d'un village de samouraïs de l'époque Edo, l'occasion de faire une randonnée sous la pluie dans un décor mystique. Et nous partons en exploration dans la forêt, puisqu'il y a un fort. Donc on va aller voir ça. Nous sommes arrivés au sommet. C'est très joli. Le fort en tant que tel n'a pas forcément d'intérêt parce qu'on voit pas grand chose. Voilà ce qui reste du fort et des temples. La forêt est magnifique. Donc ça vaut le coup d'aller voir ça. Maintenant en direction, le village de samouraï reconstitué. Eh bien, après 2 nuits chez notre warm shower à Fukui, on est reparti direction Kanazawa. Ce matin, nous avons pédalé quelques kilomètres jusqu'au château de Maruoka. En poursuivant vers la mer, on est arrivé à Tojinbo. Là on est sur les falaises de Tojinbo. C'est beau. Et ça rime. Et ça, c'est beau. Ça rime encore. Des falaises vertigineuses taillées par le vent et les vagues. Depuis plus de 12 millions d'années, des colonnes de roches volcaniques aussi uniques que majestueuses. Le vent cette fois a été dans notre dos. On en a profité. Porté par cette énergie, on a pédalé plus de 95 km en une journée. Un record depuis qu'on est arrivé au Japon. Il faut dire que le bord de mer était particulièrement plat. Je dirais 23, 24. Et c'est magnifique là. On a le vent dans le dos là. Hein. Petite pause glace, goût pastèque, Moi, goûte, moins de chocolat. ananas, et ensuite on est reparti pour rouler. Et du coup, est-ce que ça a le goût de pastèque? Pas vraiment. Là pour le coup, on roule en ligne droite sur le bord de la mer, avec le vent dans le dos. C'est un peu répétitif, mais ça fait du bien d'avaler les kilomètres.
Fin de journée, nous sommes arrivés à Kanazawa. Une ville préservée à l'élégance discrète. Elle a été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et ça se sent. Ici, les vieilles pères racontent encore leur histoire. On s'est perdu dans le quartier des samouraïs, entre murs de terre et ruelles étroites. Un Japon d'un autre temps, paisible, silencieux. On vient d'arriver au château de Kanazawa. On va en faire la petite visite. Le château de Kanazawa nous a replongé à l'époque féodale. Ses charpentes sans clous, juste emboîtées avec soin, témoignant d'un savoir-faire ancestral. Dans le château, on est tombé sur différentes façons de créer les charpentes. À l'époque, c'était super ingénieux. Du coup, pas de clous, rien. Là, par exemple, on a ce petit exemple-là. Je fais sens, non ? T'as pas tapé du bon côté. Oui. On a ce petit. Voilà. Et après, il suffisait de faire ça et de remettre. Et ça bouge pas d'un poil. Si, c'est quand même vachement fort. Donc, du coup, toute la charpente qui est au-dessus de nous, elle est construite sans aucun clou. C'est qu'un emboîtement. Donc, techniquement, tout est démontable. Ça, c'est quand même génial. L'immensité du bâtiment s'en fout. Oh, la structure de fabrication des murs. Donc, il y a une armature en bambou et ensuite, il recouvre de terre-paille au milieu et de différents types de torchis ou d'enduits. Et voilà ce que ça donne à l'extérieur. Et dans le jardin Karenkuen, même sans fleurs, la beauté se cachait dans les détails. Les étangs calmes, les pierres disposées avec soin, l'harmonie de chaque élément. C'est très beau. C'est paisible. Ça va être encore plus beau quand il y a les fleurs. Ouais, on ne tombe jamais à la bonne période pour l'instant. Non. Maintenant, on quitte la ville, direction les Alpes japonaises. Cette fois, ce n'est plus juste une étape, c'est une traversée. Une traversée rude et belle. Avec Guillaume, on entame la montée vers Kamikoshi. 4 jours d'efforts, de pentes raides, de chaleur étouffante. Chaque jour, plus de 1200 mètres de dénivelé pour à peine 50 km. C'est parti, aujourd'hui on commence les Alpes japonaises. Content? Oui, très content. Ça va grimper, mais ça va être beau. Un peu fatigué quoi, ça monte, c'est pas fini et puis il fait très chaud, on va commencer à se réveiller tôt. Se réveiller tôt comme on faisait en Asie. Parce qu'il fait vraiment très chaud, là il doit faire, je sais pas, 30 degrés. Ouais. Et ça fait que monter. Mais bon, c'est les Alpes japonaises. Hein. On a encore 200 ou 300 mètres de dénivelé à faire avant d'arriver au sommet d'aujourd'hui. Et après on va profiter d'une bonne et longue descente. Mais là, petite pause à l'endroit. Pour se rafraîchir un peu. Parce que là il tape très fort. Et voilà, t'as fait une jolie vidéo des copains qui montent. Et maintenant, il faut redescendre, aller chercher le vélo et les rattraper. Mais ça fait de jolies images, c'est le côté positif. La montée elle est rude. Entre 8 et 9% là. Il y a 1300 mètres de dénivelé aujourd'hui. C'est trop beau. On grimpe au cœur d'une nature luxuriante et bientôt les premiers villages traditionnels apparaissent. On vient d'arriver au petit village de Enokura. C'est un joli petit village avec plein de maisons avec des toits en chaume. Ça va être super joli. Un village minuscule, isolé, préservé. Une vingtaine de maisons aux toits de chaume pentus
construite pour résister aux hivers très enneigés. Tout est silencieux. Nous sommes à Enokura, dans la vallée de Kokayama. Enokura, c'est un village traditionnel dont certaines maisons datent de plus de 350 ans, soit au XVIIe siècle. Et il y a aussi 2 autres villages qui ressemblent à celui-ci, qu'on va visiter juste après. Comme vous pouvez le voir, toutes les maisons ont un toit très incliné, à peu près à 60 degrés. Ça permet, lorsqu'il y a de fortes chutes de neige, eh bien, de laisser la neige glisser le long du toit. Puisque c'est des toits en chaume, ils sont obligés de les refaire environ tous les 15 à 20 ans, à cause de l'humidité et de la neige. Dans ce village, nous sommes partis à la rencontre d'un artisan qui fabrique du papier traditionnel japonais. C'était assez passionnant à voir. On l'appelle le washi. Cette petite machine, il sèche les papiers. Boil, and click, stomp it, bam, 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 machine to Ah, ok. Ça, c'est le kozo, c'est la plante faite pour faire du papier. Que le monsieur dit qu'il le récoltait quand ça faisait 4 mètres de haut. Ça plonge sec. Puis nous sommes arrivés à Shirakawa-go, plus grand, plus connu. Mais ce matin-là, il était encore calme. On y est entré tôt, à l'heure où les touristes ne sont pas encore arrivés. Depuis les hauteurs, on aperçoit tout le village. C'est comme un tableau vivant. Et puis, on grimpe encore. Parfois, la route s'ouvre sur un lac, des reflets miroitants, du vert partout. On vient de finir le 2e col de la journée, l'Odori Pass, 1000 mètres d'altitude. Le précédent, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était à 1085. Maintenant, quasiment full descente jusqu'à l'arrivée. Donc le spot bivouac de ce soir. Un peu plus loin, un sarrau japonais s'avance vers notre campement. Une sorte de chèvre sauvage, curieuse, élégante. On reste immobile, fasciné. On vient de se réveiller dans le joli parc où on a dormi hier soir. Il fait super beau aujourd'hui, il y a juste un petit peu de brume. Et hier soir, on a pu croiser un sarrau japonais. C'est une espèce visiblement assez rare à croiser, donc c'est super chouette. Ça ressemble un peu à un chamois, mi-sanglier, mi-chèvre. C'est assez marrant. On en a profité le lendemain matin pour faire un crochet par le centre-ville de Takayama, avec son marché et son centre administratif. Le Takayama Jin'ya était le centre administratif du domaine de Takayama pendant la période Edo, de 1603 à 1868. Il servait de bureau du gouverneur provincial, de résidence et de lieu d'audience. C'était un des rares bâtiments encore d'origine de cette époque, c'est-à-dire qui n'a pas brûlé au fur et à mesure du temps. On a commencé l'ascension direction Kamikoshi. On va s'arrêter ce soir au village d'Irayu. Ouh, c'est raide. Il y a un thermomètre sur le bord de la route, il met 34 degrés.
Donc on fait des pauses de temps en temps à l'ombre, on boit. Et ça va le faire. On a environ 800 mètres de dénivelé à faire avant la fin de la journée pour arriver à Hiradu. Les dernières montées avant Kamikoshi sont, comment dire, interminables. On est à la moitié de la montée pour aller, dans la première montée pour aller vers Kamikoshi. Le temps se dégrade au fur et à mesure de la journée. J'espère qu'on va pas se prendre de la pluie avant d'arriver à Kamikoshi. Ce serait quand même bien pratique. Mais là, c'est gris-gris. On atteint un col à plus de 1800 mètres qu'il faut aussitôt redescendre, puis un tunnel étroit, en montée, 11% de pente sur plusieurs kilomètres, des bus, du bruit, des murs sombres. On est dans le tunnel de Kamikoshi. Qu'est-ce qu'il est raide! Environ, je pense, 11% d'inclinaison. C'est dur. Mais bon, c'est pas grave, hein. On continue tranquillement à monter. Là, on a fait une petite pause pour retirer les vestes. Et après, c'est reparti, direction là. Ça rend vraiment pas la pente, hein. Mais c'est très raide. Là, on voit sur le côté avec les panneaux. Mais on y arrive. Et là, Kamikoshi. On entre à Kamikoshi! La vallée s'ouvre comme une respiration. Des forêts, des sommets. On pose la tente dans le seul camping du coin, entouré d'arbres et de montagnes. Le matin, on se réveille face au pic enneigé. On marche jusqu'à une rivière d'un bleu irréel. Mais la pluie arrive. Et elle ne nous lâchera plus pendant 2 jours. On marche sous des trompes d'eau. Tout est humide, rien ne sèche. Mais la magie reste. Un matin, ils apparaissent, les macaques japonais. Ils se déplacent en petits groupes, traversant les sentiers. Certains portent leurs petits sur le dos. Ils nous observent, on les observe. Un moment de grâce. Nous sommes à Kamikoshi. Bon, en vérité, on vient de passer 3 jours dans cette magnifique vallée. Pas mal de pluie, mais on a vu un paysage assez extraordinaire et surtout on a vu les fameux macaques japonais qu'on appelle aussi les singes des neiges. Il y en avait un peu partout, des bébés, toute une famille. Malheureusement, on n'a pas vu d'ours, mais peut-être qu'en redescendant, on en verra, qui sait. Puis, c'est le départ. On redescend 30 km de virage de camion. On atteint Matsumoto. On tente de bivouaquer, mais la police nous déloge. Un hôtel nous accueille, et là, douche chaude, vêtements secs, le luxe. Le lendemain, on visite le château de Matsumoto, entouré d'eau. Un des plus anciens du Japon, sobre, élancé, impressionnant. Et c'est parti pour la visite du château de Matsumoto. Après une nuit mouvementée avec la police, un hôtel. Mais on a quand même bien dormi, on a pu faire sécher nos matos, recharger les batteries. Donc c'était bien pratique. On repart. Plus de 70 km, des averses, des accalmies et un déjeuner mémorable. Barbecue intégré dans la table, viande grillée avec soin, soupe miso, riz, légumes croquants. C'est simple, mais ça nous recharge. Direction le spot bivouac du soir. Il nous reste un peu plus d'une 50aine de kilomètres à faire, mais c'est globalement descendant. Donc tout va bien. Le soir, alors qu'on monte la tente dans un petit parc, une famille d'agriculteurs japonais vient vers nous. Ils nous proposent de dormir dans leurs ateliers.
On accepte. Climatisation, un lit, on est au sec. Après la pluie, c'est un cadeau. Ici en France, it's hot. Eh bien, hier soir, nous devions dormir dans un petit parc. Et au final, Sébastien a demandé pour ce qu'on dorme dans une sorte de centre communautaire. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a accueillis chez lui, une famille dans son atelier de travail. Donc on a dormi à l'abri. Franchement, on a passé une très bonne nuit. Ils nous ont donné des onigiri ce matin, donc trop gentils, on a bien discuté avec eux. Ils nous ont montré un petit peu tous les légumes qu'ils plantaient, donc ils ont des aubergines, des violettes, des blanches, des espèces de petits poivrons, tout fripés miniatures. Ils ont dit qu'ils piquaient pas. Donc maintenant c'est parti pour la montée. On est à l'entrée d'un petit tunnel. À la sortie du tunnel, il y a le Fuji. Si tout va bien. Donc c'est parti. On attaque la dernière montée. Et soudain, il est là. Le mont Fuji. Et voilà, nous y sommes après plus de 10 000 km, 12 pays traversés. On est devant cette magnifique montagne, le mont Fuji. Son sommet est visible, mais déjà les nuages commencent à l'envelopper. 3776 mètres, le sommet du Japon. Un volcan sacré, visible sur les estampes, les photos, les emballages de mochi. Un symbole, vénéré depuis des siècles. L'ascension commence à 2300 mètres, après 1 heure de bus bondé. C'est là que commence vraiment la montée. Un panneau annonce 6 heures jusqu'au sommet. C'est parti, nous sommes arrivés à la 5e station, après un petit peu de bus. Et là, on va se diriger, première étape, vers la 6e station. On vient de payer, on a chacun nos petits bracelets. Et du coup, le sentier juste là. Le ciel est dégagé, on est excité, on y va très vite, on grimpe vite, peut-être un peu trop vite. Deux heures plus tard, à peine, on est déjà au refuge, 3250 mètres. La plupart des gens s'arrêtent ici. Ils passent l'après-midi, dorment et montent au sommet au lever du soleil. Mais pas nous. Il n'est que 10 heures, on est bien, encore plein d'énergie. Nous sommes actuellement à la 8e station, donc à peu près à 3100 mètres, non, si 3050 mètres, quelque chose comme ça, 3085 mètres. Je viens de le fouf, j'ai une illumination là, non, il y a le téléphone satellite. Et là on y va, voilà. On y va, c'est parti. C'est parti. Alors on continue. On laisse quelques affaires au refuge, on repart plus léger. 1h30 plus tard, pourtant on y est. Enfin presque, car le sommet ici, c'est un cratère immense, 800 mètres de diamètre. Pour atteindre le vrai sommet, le point culminant, il faut encore en faire le tour. Alors on continue. Une dernière fois, le volcan est encore actif, mais rien à voir avec le mont Aso et son lac acide. Ici c'est calme, froid. Pas de fumée, pas de grondement, juste un cercle noir, immense, et le ciel. On atteint enfin 1376 mètres, le sommet du Japon. Et voilà, on est enfin arrivé au sommet du mont Fuji. C'est magnifique. On a les nuages qui tournent tout autour de nous. Et juste là, derrière moi, il y a le cratère du mont Fuji. Et juste au-dessus, le piton rocheux là, c'est le sommet. À 3777 mètres. Ça fait du bien d'être en altitude. Surtout que là, on voit les nuages autour qui tournoient. C'est trop beau. Hop, on redescend vers le refuge pour le manger. Le soir, riz au curry, une petite salade et un petit déjeuner déjà prêt pour le lendemain. Demain, ce sera le lever du soleil, réveil à 2 h du matin.
Dehors, une file indienne de frontale, des centaines de personnes dans le noir. Ce matin, l'ambiance a changé. Il faut doubler, parfois courir pour arriver à temps. À 3h10, on y est, bien placé. On attend. Et puis, le soleil perce lentement. Les nuages rougissent, ça valait le coup de remonter. Ah Guillaume, c'était bien? C'était incroyable. Le lever de soleil était magnifique. On a une vue de fou, tout est dégagé, presque ou presque. Et les nuages en bas, ils sont superbes. C'est vraiment incroyable. Et voilà, on est au sommet du Fuji. C'est super beau. Il commence un petit peu à pleuveter, donc maintenant, il faut redescendre en vitesse. Avant d'être complètement trempé. Go, go, go! La descente, elle, est longue, très longue. Le sentier glisse, les jambes tremblent, mais on atteint le bas entier et fatigué. Et là on marche sur le chemin du bulldozer parce que sinon il y a trop de monde sur l'autre sentier. C'est beaucoup plus agréable sur celui-là. Bon, on est arrivé à la 7e station du Fuji. Et là on est enfin arrivé à la zone de verdure. Donc on est pas loin de la fin de la descente. C'est pas très agréable, c'est assez pentu en cailloux. Mais ça va le faire. Ouais, le temps est pas radieux. Et là, on dit au revoir à Guillaume. Un mois d'aventure ensemble, une séparation simple mais sincère. Peut-être qu'on se retrouvera en Amérique du Sud, on verra. Nous, on continue. Juste 20 km, mais il nous mène à un endroit exceptionnel. Au bord d'un des lacs du Fuji, les Fuji-Goko. Un bivouac parfait. Le mont Fuji face à nous. Premier réveil sans Guillaume depuis... alors qu'il était avec nous depuis un mois. Et normalement on était censé se réveiller face au mont Fuji. Mais... nuage. Voilà, il est censé être par là. Nuage. Mais bon, c'est pas grave. On va faire sécher tout le matériel, on va prendre notre petit déjeuner, en espérant qu'il se dégage pour qu'on puisse faire quelques jolies photos avec les vélos juste devant. Bien dormi, Brian? Très très bien dormi. Ça fait du bien de bien récupérer là. On est prêt pour la suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il y a 80 km, on va traverser la ville de Fuji. Et normalement, on arrive proche d'une presqu'île qui est en dessous du mont Fuji. On va faire tout le tour pendant environ 4-5 jours avant de se diriger vers la ville de Tokyo, notre destination finale au Japon. Comme prévu, petit déjeuner devant le mont Fuji, le café qui se prépare et une jolie petite tartine de confiture de myrtille. On reprend la route. On fait le tour du Fuji qu'on ne reverra plus, toujours caché. Et maintenant, cap au sud, la presqu'île d'Izu. On retrouve la mer, les montées sont rudes, les descentes aussi. Il fait chaud, humide. Bah, parfois, Komoot nous emmène dans des routes comme ça. Alors, comment on apprécie la Komoterie du jour? Difficilement, hein. Non, en vrai, c'est rigolo. On a l'impression qu'on est passé d'un tout autre pays. On n'est plus au Japon. On passe de routes goudronnées à ça. Eh, Komoot, c'est efficace, hein. Tu cliques cyclisme sur route, tu tombes sur un bordel. Comme ça, voilà. À pas de route. Ouais. Bon, bah on continue, hein. En tout cas, c'est joli la forêt. Voilà, dans quoi on navigue. Il est où le chemin là?
Brian, petit arrêt glace. Oui, moi j'ai une glace au chocolat avec du lait. On s'est arrêté dans un petit supermarché là. Comme il y en a partout au Japon, plein de combini. C'est des petits supermarchés qu'il y a partout sur le bord de la route. Et Sébastien il a pris une petite glace aussi. Bientôt arrivé au bivouac du soir. Multiples choix. Un temple shinto, une plage publique, un terrain de football. Au revoir. Tout est encore possible, rien n'est joué. Un soir, un couple nous invite chez eux. Ils construisent un petit camping. On dormira dans une tente perchée avec vue sur la mer. Et là-bas, juste en face, il y a la mer. Juste à côté d'un vieux bus transformé en bar. Ambiance Into the Wild. Une dernière parenthèse japonaise. On se croirait de retour en Asie du Sud-Est, mais les paysages valent le détour. Des points de vue sur le Pacifique, des îlots, de la lumière. On a vraiment souffert de la chaleur, mais ça valait le coup. Les paysages étaient franchement magnifiques. 35 degrés, voire 40 avec 90% d'humidité. J'ai atteint le sommet de la deuxième montée de la journée. C'est un peu raide, il fait super chaud. Mais ça va, on attend tranquillement le Brian. Et voilà, le Brian en approche. Ce qu'il ne faut pas lui dire, c'est que c'est pas la fin de la montée. J'adore souffrir. Mais ça va. Aujourd'hui c'est dur. Il fait super chaud. Il y a que des montées à la con. Ça, il doit faire 27-30 degrés avec 85-90% d'humidité. Et en plein soleil, il n'y a pas d'ombre, c'est super dur. Je fais des pauses de temps en temps. Et ça va passer. Allez, à plus tard. Maintenant c'est fini, c'est parti pour la descente. Ce matin, un petit réveil face à l'océan Pacifique. C'est super beau. On a posé la tente juste derrière. On est dans un parc un petit peu surélevé qui donne une magnifique vue sur la baie qui est derrière nous avec un monument derrière. Il y a des fleurs de partout. C'est trop joli. Salut à tous, on vient de faire une journée de pause sur le bord de la côte et là ce matin on est parti direction Tokyo donc pour notre dernier véritable jour de vélo au Japon. Et là on visite actuellement une péninsule absolument magnifique qu'on va essayer d'aller visiter ensemble. C'est parti! Ça, c'est pas magnifique, Tibia?
est actuellement au cap Manazuru, donc c'est un cap assez connu au Japon parce qu'il a servi de batterie, c'est-à-dire que c'est là où on a installé des canons pour défendre les côtes. À la fin de l'époque Edo, le Japon s'est donc ouvert progressivement, mais le shogunat Tokugawa voulait quand même protéger encore son pays, et donc ils ont mis en place des batteries comme au cap Manazuru pour défendre leur territoire. Et on est parti pour aller visiter le bout du cap. Bon, je suis malheureusement contraint d'abandonner l'exploration. Il y a trop d'eau devant et les cailloux sont trop glissants. Et en plus, on dirait que la marée commence à monter. Donc on va faire tranquillement demi-tour. Dernière ligne droite, direction Tokyo. On a bien dormi cette nuit. Bon, une fois n'est pas coutume, la police est venue nous dire que c'était interdit de dormir dans des parcs. On avait prévu de s'installer sur le bord de la plage, mais bon, il y a eu beaucoup de vent, on l'a pas fait. On s'est installé au niveau de cette petite cahute dans le parc. Et donc la police nous a laissé avec notre tente jusqu'à 4 h du matin et on a fini notre nuit sans la tente après l'avoir rangée. Et à 4 h du matin, les policiers japonais sont effectivement bienvenus pour vérifier si on avait rangé la tente ou pas. Puis, c'est Tokyo, la fin. On y reste quelques jours. On visite le palais impérial, un magnifique jardin, des rues pleines, des buildings immenses. La fracture avec le reste du Japon est brutale. Ici, la nature se cantonne à quelques parcs. Après 2000 km à vélo, 24 000 mètres de dénivelé positif, ce qu'on retiendra, c'est autre chose. Des paysages à couper le souffle. Des rencontres simples mais marquantes. Un pays qu'on attendait depuis longtemps et qui ne nous a pas déçus. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Cap sur l'Amérique. D'abord l'Alaska, puis le Canada. On se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ah, Brian, tu peux faire le club de fin de la vidéo. Le club de fin de la vidéo. Ok. Merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve pour la suite en Amérique et plus précisément en Alaska. A bientôt. Et là, je laisse un blanc.